Bonjour, c'est Alexis Rosenfeld. Je suis photographe sous-marin, explorateur. Et en 2022, j'ai créé le projet One Ocean. Notre objectif ? Comprendre l'océan au travers de nos missions d'exploration scientifique. Nous avons tous un rôle à jouer. En écoutant cet épisode de plongeon et en le partageant autour de vous, vous nous aidez à sensibiliser le plus grand nombre à la richesse de l'océan. Je vous souhaite une très bonne écoute. Juin 2023, port de Paramaribo, capitale du Suriname. Les protagonistes de cette aventure, Aline Gauvin, paléoclimatologue, chercheuse CNRS au labo Sciences du climat et de l'environnement, Martin, élève de première au lycée Darius Milhaud, et moi, Margot, journaliste. Aline part 20 jours en mer enquêter sur les origines du climat de la région amazonienne et du nord-est du Brésil. Nous revivons, à travers son récit, ce voyage hors norme. Plongeons dans l'histoire du climat. C'est encore un le port. Attends, on vient tout juste de monter dans le taxi là. Hé, regardez! On peut le voir d'ici! Mais pourquoi? Bah, le Marion Dufresne! Regarde, c'est le navire bleu et blanc là, qui a le bandeau rouge caractéristique. Elle est hyper impressionnante. En même temps, c'est 120 mètres de long. Je crois qu'il est assez énorme comme navire. Ah bah c'est le plus gros bateau de la flotte océanographique française, le plus gros bateau de recherche français. Et oui, 120 mètres de long, ça fait comme le Stade de France à peu près en longueur. Honnêtement, je pense que tous les océanographes rêvent d'embarquer à bord de ce bateau. Ah bah oui, complètement. Et moi, à chaque fois que j'y retourne, je me sens comme une enfant face à lui. Puis pour être tout à fait honnête, pas que les océanographes. Moi, c'est un peu un rêve qui devient réalité. Comment tu te sens, toi, là, Aline ? Oh, ça va. Un peu excitée, j'imagine. Ouais. Bah ouais, c'est un sacré truc. Puis tu l'attendais, cette mission ? 6 ans. 6 ans. Ouais, c'était long. Et là, beaucoup d'émotions à le voir et puis à l'idée de monter enfin sur ce bateau après tant d'attentes. Je te sens un peu émue quand même. Ouais, t'as un peu les larmes aux yeux là. Ouais, non, mais me le dis pas parce que là elles vont sortir les larmes. Plus la fatigue, plus on va pas le dire. Enfin, si, le trajet était un peu chaotique quand même dans l'avion. Oui, j'ai été malade quasiment tout du long. Donc, voilà. Et en plus, t'as un rôle particulier pour cette mission, pas vrai? Eh bah oui, je suis chef de mission et c'est ma première campagne où je suis chef de mission, donc un peu d'appréhension à ce niveau-là. Mais ça va, toi? T'es pas trop stressé sinon? Ah si, complètement. Tu m'étonnes. Et là, tu vas faire quoi? C'est quoi tes premières initiatives? Mes premières initiatives quand on monte, on va déjà faire en sorte que tout le monde trouve sa cabine et s'installe correctement. Après, on va faire un long debriefing avec les différents responsables scientifiques, là, mes chefs de car, pour faire en sorte qu'on soit tous bien rodés sur le travail qu'on va faire à bord. Et puis après, ça va vite s'enchaîner parce que le navire il part ce soir. Donc après, il faudra surtout faire en sorte que chaque jour tout se déroule correctement et puis interagir avec les autres types de personnel à bord, les marins et puis le personnel technique. Oh, tu vas pas beaucoup dormir. Non, c'est pas prévu. On prend nos bagages dans le coffre du taxi et on se dirige vers la rampe pour embarquer. Oh punaise, il y a du monde. Alors, en même temps, il y a 7 labos français, hein, c'est ça Aline, 4 universités brésiliennes, je crois que c'est assez... Ouais, c'est ça, on est 55 scientifiques à bord, ça fait du monde. Et les marins, tu sais, combien de marins à peu près ? Oh, ça doit être entre 30 et 40, je sais plus exactement. Mais comment elle se passe la cohésion entre les chercheurs brésiliens et français? Bah ça, on va voir comment ça se passe à bord. Après, de chaque côté, j'ai énormément interagi avec mon collègue brésilien, Cristiano Chiesi, qui est co-chef de mission. Donc on a monté ensemble l'équipe de participants. Et puis on a sélectionné les gens pour leur implication dans le projet, leur motivation. Et puis on se fait pas trop de soucis. Ça fait très longtemps qu'on se connaît avec Cristiano. Ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. Donc je me fais pas trop de soucis. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Même si, comme on sait, à bord d'un bateau, on est 24 heures sur 24 pendant 3 semaines, avec la fatigue qui s'accumule, on sait jamais ce qui peut se passer. On va enfin s'installer dans nos cabines? Bah allez, c'est parti. T'es où toi, Aline? Bah pour la première fois, je suis dans la cabine de chef de mission, là, sur le pont E. La cabine VIP?
Ouais, bah ouais, la cabine VIP qui est 3 fois plus grande que toutes les autres. Ah, il y a des vénards quand même. Mais en même temps, attends, c'est tellement injuste. Tu vas pas beaucoup dormir, pourquoi c'est pas nous dans cette cabine? Pour que le peu de sommeil que j'ai soit de qualité. J'avoue. Alors nous, j'ai vu qu'on était au pont D. Aïe, aïe, aïe. Mais qu'est-ce qu'il y a? Bah, le pont D, c'est sous le pont E. Le pont E, c'est le niveau au niveau de l'eau et c'est là où on traite toutes les carottes. Et le pont D, j'espère que t'es pas à tribord parce que là, il va y avoir du bruit entre le treuil, les instruments qu'on roule pendant qu'on sort les carottes du tube métallique. Alors t'es pas à tribord, je crois, mais moi, je suis à tribord. Donc j'ai bien fait de prendre mes bouchons d'oreille. Tu les as pris, toi? Ah mais personne m'avait prévenu. Bah c'est ça, hein, l'aventure. On sait pas toujours à quoi s'attendre. Ah la vache. Oui, hop. C'est pas bien grave ici. Après avoir installé nos affaires, on retrouve Aline dans la salle de réunion du Marion Dufresne avec tous les scientifiques du Marion Dufresne qui sont là et qui l'écoutent avec beaucoup d'attention. C'est marrant, je note qu'il y a une majorité de femmes. Je m'attendais pas à ça. C'est plutôt cool. Voilà le moment que vous attendez tous depuis des mois. Voilà la présentation des quarts. Donc là, vous voyez dans quel quart vous êtes. Le 04, le 48 ou le 8-12. Donc je rappelle, un 04, ça veut dire que vous travaillez entre minuit et 4h du matin et entre midi et 4h de l'après-midi. Vous voyez nos 3 chefs de quart. Mais qu'est-ce qui se passe là? Linda, Natalia Aline, elle est en train de... C'est le de donner l'écart là, aux scientifiques, les fameuses 4 heures durant lesquelles ils sont d'astreinte. C'est quoi d'être astreinte? Être astreinte, c'est quand tu travailles alors que t'es pas censé travailler. Non, en gros, c'est des heures, la nuit notamment, où tu peux quand même être appelé s'il se passe quelque chose. Je redemanderai à Aline, mais je crois que c'est ça. Ok, je savais pas. De participer, de contribuer à tout ce qui est découpe des carottes à bord. Mais pourquoi tu ne les avais pas prévenus avant? Ah, ça c'est une bonne question. Pourquoi j'ai pas prévenu avant? À la fois pour me donner la possibilité de changer jusqu'au dernier moment, et puis aussi pour éviter que les gens viennent se plaindre en disant « Oh, moi je voulais pas être dans le car, je voulais pas faire ci, je voulais pas faire ça. » Donc on a quand même discuté en amont avec les chefs de car et puis quelques personnes pour être sûr que ça leur convenait, mais sinon les gens ils le découvrent au dernier moment. Et c'est bien ça, l'astreinte, j'ai pas dit de bêtises à Martin, c'est les moments où en fait on peut être, on doit être réveillé, en fait pour le coup on doit être en fait l'astreinte, c'est du travail quoi, c'est pas de l'astreinte où tu dois te rendre disponible, c'est comme je disais de 0 à 4 heures, matin et après-midi, au travail, que ce soit le jour ou la nuit. Et si t'es pas debout, ton chef de car vient te réveiller. Sympa. Ça fait un peu moins de 18 heures que le bateau a quitté le port et nous sommes déjà sur le pont pour la première manip. Il y a beaucoup de bruit, on l'entend derrière nous, c'est le treuil qui est déjà en marche. Les marins, les opérateurs techniques s'activent justement pour déployer les carottiers qui vont permettre de prélever des sédiments au fond de l'océan. J'ai entendu dire qu'ils allaient prélever une carotte Calypso, mais qu'est-ce que c'est? Donc une carotte, c'est un échantillon de boue sous-marine, de sédiments marins, et qu'on récupère dans un grand tube plastique, donc ça c'est la carotte. Et Calypso, c'est un système particulier, typiquement français. C'est des carottes, c'est pas purement une carotte par gravité, ce sont des carottes où en plus il y a un système de pistonnage qui permet d'obtenir de très très longues carottes qui peut faire jusqu'à, le record c'est 70 mètres de long. Nous on va pas faire jusqu'à 70 mètres long, déjà si on arrive à faire des 55 mètres, on sera déjà content. C'est marrant parce que carotte Calypso, moi ça me fait penser à une boîte de nuit sur la Côte d'Azur. Oui, mais non, Calypso, je sais plus la désignation exacte. Ouais, il y a un côté un peu exotique, carotte Calypso. Et pourquoi on appelle ça une carotte? Ça vient sans doute de la forme, un long tube rempli de sédiments. Pourquoi tu fais ces prélèvements? Quel est l'objectif au final? Notre objectif à prendre des carottes de sédiments marins à différentes stations, c'est de pouvoir reconstruire le climat en général dans cette région au large de l'Amazone et de la région nord-est du Brésil, à travers les changements qui ont eu lieu dans l'océan et puis aussi sur le continent sud-américain dans le passé, à différentes échelles de temps, des derniers siècles ou derniers millions d'années.
Parce que le temps, il est figé dans les profondeurs, au fond de l'océan et sous cette terre. Tu as comme une photographie qui aurait été prise et toi, tu vas prélever ça, c'est ça ? En fait, les sédiments marins, la boue qu'on trouve au fond de l'océan, c'est un mélange de restes d'organismes biologiques qui ont vécu dans l'océan. Comme on peut parler des foraminifères, qui sont des petites coquilles de petits animaux de mer, qui quand ils tombent, quand ils vivent dans l'océan et que quand ils meurent, ils tombent au fond de l'océan. Et donc ces restes d'organismes vivants se mélangent à des argiles qui, eux, proviennent de l'océan ou proviennent, en l'occurrence, là, des apports par les rivières. Et donc, ils s'accumulent progressivement en fonction du temps. Et nous, on cherche des sites où, justement, il n'y a pas de remaniement, il n'y a pas de perturbation de cet empilement temporel de couches sédimentaires. C'est incroyable. Ah, je crois que là, ils sont en train de descendre justement le carottier. Là, il va se passer quoi en gros quand le carottier il descend la colonne d'eau? Il y a combien de mètres? Donc là, notre première station, on est vers 2500 mètres de profondeur. Donc ça va mettre à peu près 40 minutes pour descendre. Donc là, on descend tout tranquillement à travers la colonne d'eau par le treuil. Il n'y a pas de phénomène particulier qui se produise. Et puis ensuite, quand on est quelques mètres au-dessus du fond de l'océan, on va lancer le carottage en lui-même. Et qu'est-ce qui se passe quand la carotte touche le sol ? Et donc il y a un système quand la carotte touche le sol, là on voyait tout à l'heure le bras de déclenchement qui lui active le mécanisme quand on est quelques mètres au-dessus du fond sous-marin. Et du coup ça libère l'ensemble qui est, on l'a vu tout à l'heure, c'est un gros poids plus un tube métallique dessous qui fait 5 à 7 tonnes, donc c'est vraiment très lourd. Donc ça libère tout ça. Quand ça le libère, ça s'enfonce par son propre poids dans le sédiment qui est mou, lui. Et en plus de ça, à l'intérieur du tube, on a un piston qui permet d'aspirer gentiment le sédiment sans perturber l'empilement des couches, ce qui nous permet de passer d'une carotte qui ferait 10 mètres si on avait seulement le phénomène de gravité, à une carotte jusqu'à 55-60 mètres de long du fait de ce piston qui aspire le sédiment. Mais c'est forcément mou, on peut pas tomber sur de la roche par exemple ? Alors si, il y a de la roche au fond des océans, mais en amont, ce qu'on fait, c'est qu'on repère avec des mesures géophysiques préliminaires. On va regarder la bathymétrie, la fondée de l'océan, puis on va aussi regarder avec des systèmes sismiques légers intégrés au bateau, justement à quoi ressemblent les couches superficielles au fond de l'océan. C'est comme ça qu'on sait si on a du sédiment ou du caillou, et c'est comme ça qu'on sait aussi quelle épaisseur de sédiment on a, et qu'on peut adapter du coup la longueur du tube de la carotte qu'on souhaite prélever. On est les seuls dans le monde à faire ce type d'expérience ? Alors ce type de carottage, il a été développé en France. Hey. Ouais, un peu de chauvinisme. On est les meilleurs. En fait, on est les meilleurs au monde pour faire des carottes aussi longues. En toute objectivité ? Complète. Et puis maintenant, il y a un ou deux autres bateaux en Asie qui sont équipés de systèmes de carottage long, mais on reste le principal bateau au monde à pouvoir prendre des carottes aussi longues, et on détient le record de la carotte la plus longue. Les fameux 70 mètres là dont tu parlais ? Ouais. Ah, donc ça s'est fait à bord du Marion Dufresne. Ah bah oui, c'est le seul, c'est le seul au monde. Classe. Et on va faire quoi en attendant ? Parce que nous, c'est vrai que là, on a vu beaucoup les marins s'activer, les opérateurs techniques, mais nous, là, depuis le poste de commande scientifique, puisque c'est là où on se trouve, on fait quoi ? Là, c'est sûr qu'avant la première carotte, en gros, vous attendez que la carotte descende, soit prélevée, remonte. Mais là, surtout, je pense que débriefing avec votre chef de car pour qu'il vous rappelle et vous explique bien comment vous allez traiter les carottes à bord. 4 heures plus tard, la carotte est enfin étendue de tout son long sur le pont du navire. Donc là, tout à l'heure, on a vu comment on a pris la carotte au fond de l'océan. Après, il a fallu 40 minutes à peu près aussi pour qu'elle remonte. Et puis là, on a une belle carotte. On a vu qu'elle a bien pénétré. Il y a de la boue presque jusqu'au sommet, mais sans que c'est recouvert complètement le poids. Donc c'est plutôt bon signe. Et donc là, on a une belle carotte verticale le long du bateau, et ça va mettre à peu près, vous avez vu, ça a mis à peu près 2 heures pour qu'on puisse la basculer de façon horizontale sur le pont. Et là, c'est les opérateurs techniques et surtout les marins qui font ce travail à l'aide de différents treuils, de poulies, de tous les instruments techniques dont ils ont besoin. Moi, je m'attendais pas à ce que ça prenne 2 heures à mettre une carotte à l'horizontale. Là, c'est lourd. Oui. Et puis, la sécurité d'abord. Donc, il faut faire attention que personne ne se blesse.
Maintenant qu'elle est à l'horizontale, on peut donner un petit coup de main? Donc bientôt, un tout petit peu de patience encore. Là, la carotte, il faut encore que les marins sortent le tube plastique du tube métallique. Et votre travail là de scientifique, il commence quand cette carotte-là est sur le pont. Mais ça, en encore 10 minutes et ce sera bon. Donc là, on a la carotte, on a trouvé le sommet du sédiment dans la carotte et on est en train de découper les premiers tronçons en 1,50 m de long. Bien sûr, au préalable, on a tout bien indiqué, le nom de la carotte, où est-ce qu'on les limites des différentes sections de carotte et les numéros de sections pour que plus tard, on n'aille pas inverser des sections. Et donc, on attaque. Ouais, c'est clair. Et donc là, on attaque la découpe. Donc, vous voyez, le sédiment, il est brunâtre principalement. Il est froid. Parce que au fond de l'océan, la température elle est faible et donc elle a pas eu le temps encore. Elle n'a pas encore eu le temps de se réchauffer, le temps de sa remontée. Parce que pour le coup, nous là, il fait chaud, il fait bon quand même. Ouais, mais le sédiment, lui, il reste froid. Et alors le problème, c'est que ça condense très vite sur les tubes. Donc dès qu'on veut écrire avec les marqueurs, faut vraiment bien sécher avant, sinon les marqueurs, on les abîme en 2 heures. Et là, on en a besoin pour toute la campagne. Donc on a des gants ou pas pour faire ça? Non, enfin, suivant comme les gens préfèrent, mais moi, souvent nous on aime mieux faire, patouiller. Après on se lave les mains à la sortie. Donc le sédiment il est froid, il est brunâtre, il a pas d'odeur particulière, sauf s'il est riche en soufre. Et là du coup exactement, ça sent l'œuf pourri. Voilà. Bon c'est parti. C'est quoi l'instrument pour découper là que je peux prendre? Le coup de tube là, tu vois, qui est rouge et blanc et un peu arrondi. Attention, on force pas trop parce que les lames, c'est fait avec des petites lames de cutter, mais plus épaisses. Et si on force, ça les casse tout de suite. Ok, tu me donnes un coup de main, Martin? Et par contre, après le sédiment, ça c'est pour couper le tube en plastique, mais après le sédiment, lui, on le coupe tout simplement avec un fil de pêche, parce que comme on l'a dit, le sédiment c'est tout mou, c'est comme si on coupait un fil dans du beurre. Ok, c'est pas très risqué de couper la carotte? Non, pas particulièrement. On peut pas tomber sur un vestige ou des choses, un virus qui débarquerait. On a un peu cette image-là parfois de découvrir des trucs un peu bizarres. Ça s'est jamais produit à ma connaissance. Pas dans cette région du monde. Dans d'autres régions, on tombe sur des cailloux qui ont été amenés par des icebergs qui ont fondu dans l'océan. Mais là, au large du Brésil, il y a peu de chances de rencontrer un. C'est assez rigolo de toucher cette chose et de se dire, là, je touche quelque chose qui a des milliers d'années. Des centaines de milliers, voire à certaines stations, ce sera des millions d'années. Et puis vous sentez les petits grains là sous vos doigts là, si vous prenez. C'est parfait pour du peeling. Voilà, il y a des petits grains, c'est pas du sable, hein. C'est les petites coquilles de foraminifères dont je vous parlais avant, là, les coquilles d'escargots de mer qu'on retrouve au fond des mers et à partir desquelles après on peut reconstruire plein d'indications dans l'océan. C'est ça qu'on sent sous nos doigts. C'est trop intéressant. Ouais, moi je trouve ça assez cool. Y a pas que ça comme carotte, on va pas que faire la calypso, même si j'aime beaucoup son nom. Y en a d'autres, hein, c'est ça qu'on va devoir faire après? Ouais, en fait à chaque station on fait 3 types de carottage. On fait la calypso dont on vient de parler, elle a les carottes longues jusqu'à 60 mètres de long. Et on fait des carottes qu'on appelle casques, qui sont en fait des calypso à section carrée, mais dans lequel il n'y a pas le système de piston. Donc en fait c'est juste simplement des carottes gravité dont le tube fait 12 mètres. Donc souvent on récupère des carottes de 10 à 12 mètres de long. Mais la section, donc comme j'ai dit, elle est carrée, mais ça fait 25 cm de côté. Donc ça veut dire qu'on récupère énormément de matériel. Et ça c'est formidable pour aller tester nos mesures et ajuster la quantité de sédiments qu'on veut utiliser ultérieurement. Et en quoi elles nous apprennent l'histoire du climat? En fait, ces carottes casques, elles sont pas différentes des carottes calypso. Elles vont pas vraiment nous apprendre des choses différentes. Elles sont mieux préservées. Le sédiment de surface est mieux préservé dans ces carottes casques que dans les carottes calypso. Ou avec le système de piston, des fois on perd les quelques premiers mètres de l'épaisseur de sédiment. Et surtout, comme je disais, on a beaucoup plus de matériel avec ces carottes casques et donc on peut utiliser beaucoup plus de traceurs du paléoclimat et adapter à partir de là la quantité de sédiments qu'on veut utiliser. Et dans les 3 grandes catégories de carottes, je crois qu'il en reste une, c'est ça? Il en reste une autre, après c'est des carottes qu'on appelle multitude ou d'interface. Donc là c'est des toutes petites carottes, les tubes ils font 80 cm et on va aller vraiment collecter le sédiment le plus récent, celui qui touche l'eau, qui est à l'interface au sédiment. Donc dans notre tube, vous verrez quand on va en récupérer une, on aura peut-être 40 cm de haut puis 40 cm de sédiment en dessous. Et donc c'est vraiment le sédiment le plus récent et c'est celui qu'on cherche à obtenir quand
quand on veut étalonner, calibrer les traceurs qu'on utilise pour reconstruire le climat dans le passé à partir des conditions actuelles comme la température, que ce soit à la surface ou au fond des océans, qui est là à l'heure actuelle. Donc ça veut dire potentiellement de dire, là on a daté ce sédiment à tant de milliers d'années, centaines de milliers d'années, et on est capable de dire quel était le climat à ce moment-là. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire quand on utilise, à partir de nos carottes casque ou calypso. Oui, Ouais. on va par différentes approches, dont la plus connue, c'est la datation au carbone 14, au radiocarbone. Pour les derniers 40-50 000 ans, on prend nos échantillons, on va les dater, et donc à chacune des profondeurs, on peut attribuer un âge. On peut connaître la température de l'eau à telle ou telle époque de façon assez précise finalement. De façon assez précise, tout dépend justement de ces courbes de calibration. On a du mal à descendre en dessous du plus ou moins 1 degré. Alors il y a une première section là que t'as découpée d'ailleurs, Martin. Elle est prête, hein, c'est bon, elle peut partir. Ah oui, totalement, c'est bon. Ok, on en fait quoi? Elle part au labo direct, toi, celle-là? Bah au labo, pas tout de suite, parce que là on a notre belle section d'1,50 m de long, mais il faut d'abord l'ouvrir en 2 moitiés. Oui. Donc ça, elle passe d'abord à la scie pour être coupée donc en 2 moitiés de façon longitudinale. D'accord. Et on obtient 2 moitiés, une qu'on appelle travail qui va partir au labo et une qu'on appelle archive qu'on emballe déjà directement et qui sera stockée après au froid. Ok, bon bah franchement je me le sens, je vais la scier là. C'est parti. Allez, cette partie-là, Martin, du coup, je te laisse la prendre pour l'emmener avec Aline au labo, la deuxième moitié. Ok, on y va direct. On arrive dans une grande salle avec plusieurs paillasses. Ça me rappelle les cours de SVT, ça. Ça va, c'est plutôt un bon souvenir ou pas? Ah oui, j'adore la SVT. Oh, cool. Et donc là, on va faire quoi ici? Et ben là, on va commencer par décrire le sédiment. Donc il s'agit d'aller regarder sa couleur visuellement, de comparer à des tables dans lesquelles sont répertoriées les différentes couleurs avec des noms et des codes précis. Okay. On regarde la texture du sédiment, là on regarde de façon qualitative la taille des grains. Donc voilà, c'est la première chose. Description du sédiment pour l'intégralité de la carotte. Et là déjà, ça nous donne une première idée de jusqu'à quand on est remonté dans le temps. Alors ça, souvent, c'est pas suffisant. Ça nous donne surtout des informations à savoir si le sédiment a été perturbé ou pas, s'il y a eu des événements, ce qu'on appelle des turbidites, qui sont en gros des avalanches de sédiments sous-marines, qui ont pu venir couper notre enregistrement climatique tel qu'il est enregistré dans les couches sédimentaires. Ok. Et les autres choses que tu vas observer, c'est, j'imagine, après... peut-être, non, la salinité, pour le coup, ce serait l'eau, donc ce serait quoi que tu vas regarder? Donc là, derrière, tout au fond de la salle, on voit le banc photo, sur lequel on prend des photos de chacune des sections de carottes. Et puis, on voit des mesures préliminaires, les mesures de ce qu'on appelle la réflectance, qui est la couleur du sédiment. Mais là, pas seulement visuelle, mais mesurée avec un appareil qui mesure l'intensité lumineuse dans différentes gammes d'énergie. Et puis la concentration en éléments majeurs contenus dans le sédiment par fluorescence X avec cet instrument portable là. Et ça, par contre, ces données-là, elles, suivant les régions, peuvent déjà nous donner des premières informations sur jusqu'où la carotte remonte dans le temps. Et elle nous dit quoi, cette carotte? En termes temporels, sur jusqu'où on remonte dans le temps? Ouais. Bah là, cette première carotte, pour être honnête, au large de l'Amazone, c'est pas évident. Déjà, il faudrait qu'on ait toutes les sections de la carotte. Et donc là, avec une carotte qui fait quoi, à 42 mètres de long, bah, j'espère qu'on va couvrir entre 200 et 300 000 ans. Oh, ça paraît dingue quand même. Une fois terminé, on remballe la section de carottes dans le conteneur réfrigéré, hein, c'est bien ça? C'est le truc au fond du labo? Ou c'est faut sortir? Au fond, non, c'est sur le pont, ça redescend en bas. Enfin, le labo, il a l'étage, ça redescend en bas et ça va au fond du conteneur qui est à l'arrière, sur le pont arrière du bateau. Ok, et je vais y aller si vous voulez. Et ça vous dit après une petite partie de badminton pour décompresser un peu? Ouais, carrément. Moi, je donne un petit coup de main à Aline et je rejoins ça. Tu veux venir, Aline, ou pas? Ou t'as trop de boulot, toi? L'envie est là, j'aimerais bien, mais là, va falloir que... faut que je fasse le point avec l'OPEXO, là, qui coordonne que tout est bien fluide d'abord. J'ai ma réunion quotidienne à 5h, donc je suis désolée, je vous laisse. Ouais, ça, on a trop peur, là, en fait. Ouais, parce que, on l'a pas dit, mais il y a un terrain de badminton sur le Marion Dufresne, évidemment. En fait, Aline, pourquoi t'as choisi cette zone en particulier pour ces prélèvements?
Pourquoi on a choisi la région amazonienne ? L'Amazonie, je pense qu'on avait déjà entendu parler, c'est connu pour sa forêt tropicale qui est la plus grande au monde. Dedans, elle abrite, cette forêt tropicale, la biodiversité la plus élevée au monde. Pourquoi est-ce qu'elle existe là, cette forêt tropicale ? C'est parce qu'il pleut énormément. Il y a un phénomène de mousson en fait dans la région amazonienne où en été, l'été dans l'hémisphère sud, parce que l'essentiel du bassin amazonien est dans l'hémisphère sud. Donc en décembre, janvier, février, le continent chauffe énormément, ce qui transporte beaucoup d'humidité depuis l'océan et ce qui explique la quantité de pluie importante, ce qui explique donc tout ce développement de végétation et cette diversité de végétation explique aussi la diversité de faune qu'on a à cette localisation-là. Par contre, son futur à cette région amazonienne, il est particulièrement incertain. Cette forêt amazonienne risque de progressivement disparaître en raison du changement climatique. Tu rajoutes là-dessus la déforestation, le changement d'utilisation des sols que les humains font depuis quelques décennies et qui a plutôt tendance à s'accélérer. Et donc nous, pourquoi on s'intéresse à cette région-là dans le passé, c'est que mieux comprendre comment la région amazonienne, en termes de végétation, en termes de précipitation, a pu changer dans le passé, peut nous permettre de mieux anticiper les changements qui auront lieu là dans le futur. Et pourquoi on se retrouve là au final ? Pourquoi on n'est pas là-bas ? Là-bas sur le continent amazonien, tu veux dire ? Parce qu'emmener le Marion sur le continent amazonien, déjà, c'est pas possible. Non, je te taquine là. Non, il existe des systèmes de carottage sur le continent, mais là, soit tu y vas avec des petits carottiers qui te font des petites carottes de quelques mètres de long, ou là, des gros carottiers dans des programmes internationaux vraiment très compliqués. Non, pourquoi on prend des carottes marines ? Le gros avantage, c'est qu'à partir de carottes marines prélevées à proximité de l'embouchure des fleuves, on peut avoir accès à la fois sur ce qui s'est passé dans le passé sur le continent, en l'occurrence ici la région amazonienne, mais aussi ce qui s'est passé dans l'océan en termes de circulation océanique, en termes de température, de salinité, d'acidification des eaux. Et le gros avantage, c'est que à partir d'analyses faites dans une même profondeur dans la carotte, on peut avoir ces renseignements sur le continent et sur l'océan en limitant les incertitudes d'âge. Par opposition, si on va prendre une carotte dans l'océan puis une carotte sur le continent, chacune ont leur propre modèle d'âge avec leurs propres incertitudes associées et c'est beaucoup plus difficile d'aller étudier les décalages temporels qu'on peut avoir entre océan et continent, et qui dit décalage temporel dit lequel est la cause, lequel est la conséquence. Super intéressant, j'adore. Bon Martin, j'espère que t'es pas trop mauvais perdant parce que je me débrouille pas trop mal au badminton. Voilà, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Bon allez, c'est parti ? Let's go. C'est dur. Ouais, pas mal ton service, j'avoue. Après un match acharné, un bon repas et une courte nuit, on se retrouve au poste de commande scientifique. Bon alors finalement, qui l'a gagné ce match de badminton ? C'était pas très compliqué, Tu exagères, franchement. Ah non. Non mais le gars il me dit qu'il a pas joué depuis longtemps et il fait un service de fou quoi. On m'a promis une grande chose, j'ai été déçu. Non mais je pense que en vrai il y a un peu de mal de mer et ça peut jouer. Ah, Si je pense. Je te le concède. Non il joue bien. Et vous avez bien dormi là pendant la nuit ? Horriblement. J'ai très mal dormi. J'allais dire, c'est droit à un joker parce que franchement, tu nous avais très bien dépeint l'ambiance sonore et effectivement, malgré mes bouchons d'oreille, ça n'a rien changé donc j'imagine même pas ce que t'as pu vivre, Martin. Et pourtant, ça bougeait pas. En la plus, mer est plutôt calme. Merveilleux. Ça promet de très belles nuits. Fantastique. Bon bah c'est bien tout ça, mais là on a quand même du travail. On se dirige, on arrive bientôt à la prochaine station. D'ici 2 heures je crois. Okay. Et là le but c'est d'aller juste prélever une carotte de plus de 50 mètres de long, on espère. Ok. Et... C'est quoi l'intérêt ? Ouais. Donc l'intérêt d'avoir une carotte longue, il est double. Soit tu remontes plus loin dans le temps sur les 50 mètres, soit tu étudies une même période de temps avec une résolution temporelle plus élevée, c'est-à-dire que tu vas avoir 1 centimètre de sédiment qui va représenter peut-être 100 ans au lieu de 1000 ans. Ah oui quand même. Ouais, effectivement, ça vaut le coup.
Bon, finalement, travail accompli. On a réussi à prélever une carotte de plus de 50 mètres, 55 mètres, je crois, si je ne m'abuse. Le problème, c'est que elle était un peu trop lourde et le tube a plié. Bon, on va quand même pouvoir l'étudier, cette carotte, mais voilà. Le matos, mais c'est prévu, c'est ça aussi, il y a les aléas, le matériel, il y a du matériel de rechange, fort heureusement. Là, en l'occurrence, c'est un tube qu'on ne pourra pas réutiliser. Sur une journée, il faut savoir, je sais pas si je t'avais dit, Martin, mais on pratique quand même plusieurs prélèvements et celui qui nous attend est un petit peu particulier. Vous voyez là les instruments là tout en haut du mât? Pas vraiment. Alors moi j'ai pas une super vue, donc non, je vois pas. Qu'est-ce qu'il y a? Bah on n'a pas le choix alors, hein. On va monter pour aller les voir. Non mais c'est pas une blague. Non mais attends, comment on va monter en haut d'un mât à bord d'un bateau qui bouge? Mais surtout, pourquoi on doit monter? On pouvait pas faire les prélèvements directement ici sur le pont? Eh ben non. Ce qu'on prélève là-haut, c'est on essaie de prélever les poussières atmosphériques qui proviennent du Sahara. C'est-à-dire qui auraient traversé tout l'océan Atlantique et qui se déposeraient ici au large de la région amazonienne. Ça fait un peu de chemin, ouais, quand même, parce que le Sahara, c'est pas à côté. Ouais, quelques milliers de kilomètres, on est d'accord. Et c'est pas possible là, et pour le coup, c'est vraiment tout en haut qu'on peut les avoir? Bah, le truc, c'est que si on se met en bas, ça peut être pollué par la poussière qui vient de nos chaussures, de tous les instruments, tous les équipements. Donc on se met en haut, et vous avez remarqué, c'est le mât qui est le plus en avant du bateau. On n'est pas tout derrière le bateau pour pas se mettre, sous le vent de toutes les émissions de combustion du bateau. Pardon, c'est parenthèse refermée. Mais oui, effectivement, puis c'est là où ça bouge le plus en plus, sinon ce serait pas drôle. Bah puis ça bouge encore plus là-haut. Fantastique. Bah tiens Martin, t'attrapes, c'est le baudrier. Ah merci. Baudrier, on a des cordes. T'as déjà fait de l'escalade ou pas? Pas beaucoup non. Eh ben il y a une première atout, c'est merveilleux. Et on fait quoi là maintenant? Bah, vous voyez les deux systèmes de pièges? Il y en a deux. Ouais. Il y en a un avec une pompe et puis un sans pompe. Et comment on fait? Bah, au bout, là, il y a des filtres blancs qui sont peut-être un peu noircis s'il y a des poussières dessus. Ouais, c'est bon, je les vois, ouais. Bah, il suffit de les retirer puis de les remplacer par deux filtres neufs. Ok. Sans rien faire tomber, hein. Sinon, vous êtes obligé de redescendre et de remonter. Tiens, Martin, ce qu'on fait, c'est que toi, tu l'enlèves et moi, je mets le nouveau, ok? Ça te va? Ça, j'essayerai. Fais rien tomber, s'il te plaît. Là, on a eu les consignes, on fait rien tomber. De retour sur la terre ferme, on peut souffler. On se rend pas compte, ça bouge 2 fois plus en haut du mât, contrairement à en bas. Heureusement que c'est à l'air libre, hein, parce que ça secoue. Ouais, on se posait la question justement avec Martin. C'est quoi l'objectif de ce prélèvement? À quoi ça sert ces prélèvements? Ouais. Donc là, les prélèvements, c'est arriver à voir quelle quantité et quelle est la composition géochimique de ces poussières atmosphériques qui potentiellement viennent du Sahara. Donc essayer de mieux identifier les sources de poussière au sein du Sahara. Mais à l'actuel, pour les conditions actuelles. D'accord, oui, là on remonte pas dans le temps pour le coup. Non, là on remonte pas dans le temps. Okay. Là c'est vraiment mesurer la quantité et la composition de ces poussières. Et puis après, la dernière station de notre campagne, on va justement aller prélever une carotte dans laquelle on espère retrouver comme seule source d'éléments terrigènes les poussières issues du Sahara. Ah, parce qu'elles vont aussi au fond de l'océan. Quand elles traversent au sud de l'océan, il y en a quand même une quantité qui se dépose le long du chemin. Et donc pour ça, on a visé un site qui est sur un mont sous-marin, donc isolé des apports du fleuve qui viennent du continent, dans le but d'arriver vraiment à caractériser ces poussières, parce que ces poussières, elles sont quand même nettement moins abondantes que les argiles qui proviennent des rivières. Ouais. Et donc on s'est mis aussi en amont des embouchures des principaux fleuves sud-américains, parce qu'il y a un courant dominant, vous l'avez peut-être vu là, il y a vraiment un courant en surface, subsurface qui est assez fort dans la tranche 20-80 mètres. Bah oui, ils ont galéré la dernière fois à plonger une carotte parce que ça n'a pas fonctionné. Il y avait tellement de courant que ça ne passait pas le courant. Exactement, notre multitube là, qui prend les carottes d'interface, il fait quelques centaines de kilos, il n'arrivait pas à franchir cette couche et en fait il surfait derrière le bateau, malheureusement. Et donc on se met avant, donc tout le matériel qui provient des rivières, il est emmené par ce courant de surface, et donc nous on se met en amont de tous ces apports. Et concrètement, qu'est-ce qu'elles vont nous apprendre ces poussières?
ces poussières, en fait, ce qu'on essaye de savoir, c'est dans quelle mesure ces poussières sahariennes ont pu jouer un rôle de fertilisant dans la région amazonienne. C'est parce que les sols de la région amazonienne sont limités en certains nutriments, notamment le phosphore. Et donc, l'hypothèse qu'on aimerait tester, c'est voir si du phosphore qui a pu être apporté par ces poussières amazoniennes a pu contribuer au développement de toute cette végétation sur le continent sud-américain. Ça paraît fou parce que sur le papier, le Sahara, c'est pas la partie qui nous paraît la plus verdoyante sur Terre, et de se dire que ce serait le Sahara qui aurait contribué, qui aurait fait office d'engrais pour la forêt amazonienne. D'engrais, c'est pas le seul contributeur, mais oui, c'est ça qu'on aimerait, qu'on aimerait voir. C'est bon, Aline, là, t'as tout ce qu'il te faut ? T'as l'air bien précis, dis donc. Ouais, cet après-midi, c'est la cérémonie du baptême, t'as pas oublié quand même ? Je comprends pas, là, c'est quoi ? Bon, Aline, explique-lui, là. Le baptême. Pourtant, on vous avait prévenu dès le début, quand sur la campagne, on traverse l'équateur. Alors, oui, on nous a posé la question, est-ce que vous avez déjà traversé l'équateur en mer ? On n'avait pas plus d'infos. Eh ben oui, parce que il y a une cérémonie de baptême, de passage de la ligne, comme on l'appelle, la ligne étant l'équateur. Et c'est un hommage à Neptune, le dieu de la mer, et à son épouse Amphitrite, sous forme parodique. Voilà, et souvent on est content de le faire qu'une seule fois, donc à l'issue de ce passage de la ligne, on a un petit diplôme qu'on n'oublie jamais d'emmener avec soi pour toute autre campagne en mer. J'ai un petit peu peur. Oh, il n'y a pas de raison, c'est bon enfant. Mais attendez, le J2 c'est pour nous ? J'ai bien peur que oui, là, souvent le baptême il commence avec les baptisés qui sont un peu aspergés d'eau de mer. Puis après, ils défilent avec, on leur envoie dessus des mélanges qui sentent pas très très bons. Tu vois le truc que t'as coupé tout à l'heure, le sédiment ? Oui, mélangé à d'autres choses qui viennent des cuisines, c'est un peu ça. Il a pas l'air très sympa, Neptune. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est ne dites rien, ne vous plaignez pas. Ok, ça marche. Oui, monsieur. Oh, moi, grand Neptune, je vous offre ce verre d'eau de mer. Buvez. Quiconque le refusera sera châtié. Allez, quels sont vos crimes ? Je n'ai commis aucun crime, monsieur Neptune. Menteuse, allez, tiens, toi qui fais la maline. Après plus de 20 jours en mer, la campagne scientifique touche à sa fin. Ça sent super bon dehors parce qu'il y a le traditionnel barbecue qui se prépare sur le pont du Marion Dufresne. Moi, je vais aller faire un tour. Au total, nous aurons prélevé 442 mètres de sédiments, ce qui fait à peu près 9 tonnes de matière. Et tous ces prélèvements sont d'ailleurs encore à l'étude. Il y en a encore pour 10 ans de travail. Est-ce qu'on a quand même quelques résultats déjà ? Alors des résultats précis, pas encore, parce que en fait nous on vient de prendre nos échantillons, on a fait des mesures préliminaires, mais l'essentiel du travail maintenant il se fait en laboratoire à terre. Par contre, ce qu'on sait, c'est que une carotte qu'on a prise au large de la région nord-est du Brésil, elle a l'air de couvrir 150 mètres de long, ça a la couleur, je le voyais, parce que j'arrivais à identifier du sédiment très clair qui provient du dernier interglaciaire. Le dernier interglaciaire, c'est la dernière période aussi chaude que maintenant, voire un petit peu plus chaude que maintenant globalement sur Terre. Et c'était il y a 125 000 ans environ. Donc là, on était super excités parce qu'avec cette carotte, on va pouvoir reconstruire le climat à très haute résolution temporelle sur 150 000 ans avec une carotte de 42 mètres de long. C'est fou. Et vu que c'est une période qui est un peu en termes climatiques similaire à la nôtre, on peut faire des parallèles ? Alors on peut faire carrément, oui, on peut faire des parallèles. Il faut faire attention. Des fois on dit que le dernier interglaciaire c'est un analogue au changement futur. C'est pas le cas parce que les causes du réchauffement au dernier interglaciaire étaient différentes de celles actuelles. On n'était pas là, tu veux dire ? On n'était pas là. En fait, c'est pas lié. C'est tout simplement exactement pas parce qu'il y avait plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est tout simplement que la quantité d'énergie reçue du Soleil sur Terre était plus élevée. Mais par contre, ça nous permet de vraiment mieux comprendre comment le climat, c'est-à-dire comment les océans, comment la végétation, comment les écosystèmes ont répondu, se sont adaptés à un climat plus chaud qu'actuellement. Et donc avec ces prélèvements, est-ce qu'on pourra mesurer peut-être l'influence des humains sur le climat ?
Donc ça permettra, comme je disais, mesurer l'influence des humains, non pas vraiment. Par contre, ça nous permettra de mieux comprendre comment ces précipitations dans les régions amazoniennes et nord-est du Brésil, comment la végétation, comment l'océan ont interagi en conditions plus chaudes qu'on risque d'atteindre là, qu'on va atteindre là dans les décennies à venir. Mais en revanche, dans 150 000 ans, quand les prochains scientifiques à bord du Marion Dufresne feront des prélèvements, ils diront « Attends là, ils auraient pas un petit peu fait de la crotte les humains parce que je vois que cette couleur m'indique que effectivement il faisait très 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 chaud ou au contraire très froid. Ça c'est des choses dans un futur très hypothétique, mais ouais. Ouais, mais qui sait à quoi va ressembler le climat dans 150 000 ans, là, dans le futur. Honnêtement, on est en train de tellement le changer, ce climat de notre Terre, que moi, je m'y avancerai pas à le prédire. Et en fait, est-ce qu'on peut tirer des leçons, entre guillemets, du passé ? De nouveau, on va pas vraiment tirer des leçons du passé. Par contre, il y a d'autres périodes de temps dans le passé qui peuvent nous permettre de mieux anticiper l'avenir. Par exemple, dans le passé, en climat glaciaire, quand le climat de la Terre était beaucoup plus froid sur Terre, 5 degrés en moyenne, que le niveau de la mer était 120 mètres plus bas, il y a eu des événements qui duraient plusieurs milliers d'années de gros, on dit débâcle d'iceberg. Donc il y a plein de morceaux d'iceberg en Atlantique Nord qui sont allés fondre. Et ça a affecté le climat à l'échelle globale. Et ça a notamment affecté la circulation profonde dans l'océan qui a eu des répercussions mondiales. Et cette circulation dans l'océan, là on sait que à la fin de ce siècle, il y a de très très grandes chances qu'elle ralentisse. On ne sait pas trop dans quelle mesure elle va ralentir, mais donc du coup aller étudier ce type d'événements dans le passé et leur impact sur notre région amazonienne et nord-est Brésil, ça peut nous permettre de mieux anticiper quel sera l'effet de ce ralentissement futur de cette circulation de nouveau sur notre climat, notre végétation de l'Amérique du Sud tropicale. Et globalement, on peut l'étendre est-ce que cette région, elle est représentative du reste du monde ? Parce que c'est justement ça qui est intéressant dans cette région, c'est que ce qui s'est passé là, ça peut nous donner des indications plus globales ? Alors, global, non, parce que le climat, il est compliqué, il y a des interactions partout, ça dépend de l'océan, de sa température, du continent. Par contre, la région amazonienne, on dit que c'est le poumon de la Terre. Il y a sur les émissions de gaz à effet de serre là, qu'on envoie chaque année dans l'atmosphère, il y en a un quart qui est absorbé par la végétation, et de ce quart-là, une grande partie est absorbée par l'Amazonie. Donc on ne peut pas transposer ça à d'autres régions du monde. Par contre, cette région-là, elle est vitale pour le climat de la Terre. Aline, tu vas repartir pour une autre mission comme celle-ci ? Moi, j'aimerais bien repartir dans le futur. Là, tout de suite, j'aimerais me reposer. Ensuite, revoir ta famille aussi. Revoir ma famille. Je remercie mon mari de s'être occupé de mes 2 marmots pendant un mois. Qui ne sont pas bien vieux en plus. Non, là, ils ont 2 ans et demi et 6 ans, mes enfants. Et puis avant de resoumettre une demande de campagne en mer, on a du pain sur la planche là pour analyser tout le matériel qu'on ramène. Et puis si ça prend autant de temps que celle-là à se réaliser, c'est que dans 6 ans. Non, je te souhaite que ce soit avant quand même. J'espère aussi. Là, j'ai 17 ans actuellement. C'était quoi ton rêve à mon âge ? À ton âge, à 17 ans, je rêvais de devenir médecin et puis de m'occuper d'enfants. Donc je me disais que pédiatre, ça devait être pas si mal que ça. Je trouve ça pas mal. Je sais pas si j'ai bien ou mal tourné finalement. Et au final, c'est quoi ton rêve maintenant ? Je crois que mon rêve aujourd'hui, c'est que mes enfants ils grandissent dans un monde en paix, où les gens s'écoutent et échangent avec respect les uns envers les autres. Plongeons, le podcast immersif de l'océan est soutenu par One Ocean. Cet épisode a été produit et réalisé par René Prod, le studio de podcast durable, et enregistré dans les locaux de Gobelin Paris. Le son 3D que vous avez expérimenté est développé par la technologie Dolby Atmos et le sound designer Laurent Jiménez. Les notes de piano que vous entendez dans cet épisode sont l'œuvre de Guillaume Poncelet, musicien, compositeur et soutien du podcast Plongeons. Merci au lycée Darius Milhaud au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, un lycée public engagé dans l'éducation au développement durable. Alors, on va pas vous demander de nous mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, même si ce serait sympa. Une petite pensée pour l'océan nous suffira largement.